Tout d'abord, je vous remercie d'être venu, surtout avec ce mauvais temps. On a fait trop de chance. Pardon. Donc, pour aujourd'hui, c'est la troisième conférence d'un cycle qui s'appelle Les rencontres de l'innovation. C'est la deuxième conférence qui a lieu ici à l'IUT. La première avait eu lieu le 2 mars et avait eu pour thème le Big Data en général. Et on avait un petit peu expliqué qu'est-ce que c'était que le Big Data, d'où provenaient ces volumes de données. On a vu qu'on était un petit peu tous producteurs de ces données à partir du moment qu'on se connectait sur Internet ou qu'on avait un smartphone ou un GPS ou autre. On avait aussi vu comment ces données étaient stockées, exploitées, etc. Et on avait vu aussi que le Big Data aujourd'hui prenait beaucoup d'ampleur dans différents secteurs. La santé, l'écologie, l'environnement, etc. Et la conférence d'aujourd'hui a pour but de mettre vraiment le focus sur un de ces domaines, qui est le tourisme. Donc on va voir un petit peu quels sont les enjeux du Big Data dans ce domaine, quelles sont les évolutions attendues, celles qui sont incontournables. Voilà, donc cette conférence va vous être présentée par Alain Chaumel, qui est directeur du bureau d'études Diatémis et qui aussi est vacataire chez nous à l'IUT depuis plusieurs années maintenant. Donc il va vous parler de tout ça pendant à peu près 50 minutes. Isabelle Huffard, qui est responsable des licences professionnelles, interviendra en fin d'exposer juste quelques minutes pour vous parler des licences professionnelles qui sont vraiment en relation avec ce thème. Ensuite, il y aura des questions. Bien sûr, vous avez le droit de poser des questions et un apéritif dînatoire dans la salle à côté. On pourra continuer de discuter, bien sûr. Voilà. Donc, je laisse la parole à Alain et à tout à l'heure. Merci. Vous m'entendez correctement? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je dirige le bureau d'études Diatémis, qui est un bureau d'études dans le domaine de la socio-économie, du tourisme et du développement local et de l'aménagement du territoire. On a une implantation en région Occitanie ici, ainsi qu'une implantation dans l'ex-Rhône-Alpes, peut-être une implantation autre programmée plus tard, intérieurement dans le nord de la France. On travaille beaucoup auprès des décideurs publics et privés, et on réalise des études thématiques dans le domaine socio-économique, et finalement, le PowerPoint que vous allez voir est un peu l'expression de ce qu'on réalise sur les thématiques. J'interviens aussi dans 2 licences sur lesquelles Isabelle Huffard nous fera un focus plus détaillé tout à l'heure, donc depuis de nombreuses années, et finalement j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui en faisant la synthèse de ces 2 niveaux, à la fois professionnel et au niveau d'enseignement. Alors on va parler d'e-tourisme et d'e-data dans un domaine très vaste, fortement mouvant, qui se régénère en permanence. Donc la première chose que je voudrais dire avant de démarrer, c'est ce que vous allez voir, on n'a pas la prétention d'être exhaustif. On va ouvrir beaucoup de domaines, et certainement ça soulèvera des questions après, il y a tout un tas d'éléments qui mériteront des approfondissements. Deuxièmement, dans cette présentation, vous allez voir beaucoup de noms, des marques, des personnes morales qui sont citées, évidemment pas à des fins publicitaires, mais bien évidemment au contraire à titre informatif. Je ne représente aucun groupe, quel qu'il soit, ni groupe de pression au travers de ce PowerPoint. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de les compulser, de les garder de côté, et in fine, on verra les questions à la fin, de manière à ne pas interrompre la présentation. On fera un petit forum a posteriori de la présentation. Alors on va parler de beaucoup de thématiques dans ce PowerPoint. On va parler d'abord du concept de traces numériques, c'est-à-dire les traces qu'on laisse sur le web lorsqu'on se déplace en surfant. Ces traces vont alimenter en partie le Big Data, j'en reparlerai, et on va parler d'un secteur d'activité en particulier, c'est le tourisme, au travers du e-tourisme. On parlera donc des différentes analyses qui sont proposées à partir de ces data, et on parlera notamment des questionnements que ça amène sur la vie privée, sur le respect des libertés notamment, et sur le tracking numérique qu'on peut avoir et dont on peut faire l'objet. Ce qui amène d'ailleurs des réponses législatives dont on parlera aussi. Donc effectivement, la question peut se poser, se posera entre le respect de la vie privée et les données qui sont connectées et qui sont récoltées, je dirais, à notre insu parfois. Je vous parlerai des mobilités liées au tourisme, je vous parlerai des classifications des types de données que l'on peut faire à partir de l'e-tourisme, je
parlerai aussi des acteurs, publics et privés, qui ont tendance à utiliser ces datas, et les enjeux que cela pose sur nos vies privées. Je vous parlerai aussi de manière prospective de qu'est-ce que sera le tourisme de demain. Il gardera en partie la forme que l'on lui connaît aujourd'hui, mais par des mutations notamment numériques, il élargira donc les champs de dispositions et d'offres qu'il propose d'ores et déjà. Et in fine, donc, nous bouclerons sur les formations qui sont présentées ici à l'UT et dont vous verrez, je dirais, l'intérêt et le caractère connexe par rapport à ce qu'on en a présenté précédemment. Alors, pour bien démarrer, je dirais, cette présentation, on a besoin d'avoir un certain nombre de prérequis ou d'informations communes pour qu'on parle tous de la même chose. Alors, je voudrais d'abord qu'on définisse ce qu'est le mot tourisme. Le tourisme, au titre de la définition de l'Observatoire national du tourisme, donc, c'est des activités déployées par des gens qui sont en situation de mobilité hors de leur domicile pour un certain laps de temps, avec des motivations, affaires, loisirs, vacances, etc. La durée du séjour impacte une dissociation entre ce qu'on va appeler le touriste, qui schématiquement est quelqu'un qui va consommer un minimum une nuitée hors de chez lui, ou l'excursionniste, qui lui se déplace à la journée, mais ne génère pas de nuitée, il revient sur site le soir même. Donc ce n'est pas exactement la même mobilité. On parlera un peu plus des touristes que des excursionnistes dans cette présentation. Évidemment, le tourisme est de plus en plus numérique, comme la plupart des activités que vous connaissez aujourd'hui, et son segment, je dirais, de marché dans le e-commerce est énorme aujourd'hui. Et je pense que pour aussi mieux comprendre ce qu'on va voir après, il faut garder ça en tête. C'est un enjeu majeur aujourd'hui commercial. Le e-commerce en France, aujourd'hui, fin 2016, c'est 70 milliards d'euros. À la louche, pardonnez-moi l'expression, c'est 1000 euros par habitant et par an. Aujourd'hui en France, et un peu plus. Dans une valorisation du même e-commerce au plan mondial de 2 milliards de dollars. Ce qui fait en gros que le e-commerce français, c'est un peu moins de 4% du e-commerce mondial. Gardez ça en tête. Le marché est dynamique, il est croissant, et les perspectives pour les années prochaines ne prévoient pas de tassement de cette dynamique. Donc on est dans une dynamique fortement développée. Si on focuse ça au niveau du e-commerce français, le tourisme, c'est 33% du chiffre d'affaires du e-commerce en France. Le tiers du chiffre d'affaires du e-commerce, c'est le tourisme. C'est énorme. Si on regarde au niveau des sites web les plus visités en e-commerce en France, vous avez ici un graphique qui montre des fréquentations mensuelles en visiteurs uniques. Le premier, on est en tri décroissant, voyagesncf.com, c'est quasiment 6 300 000 visiteurs par mois. Booking, 4 100 000. Airbnb, 2 millions 1, Air France, 2 millions 1. On est dans des fréquentations qui sont très importantes. Si on cumulait l'ensemble de ces fréquentations-là, évidemment il y a des multi-utilisateurs, mais si on cumulait, on aurait 10 à 15 millions de connectés permanents tous les mois. C'est énorme. Alors une fois qu'on a dit ça sur des aspects très macro, globaux, revenons à nos individus, à nos particuliers, à nous-mêmes. Quand on est en situation de mobilité touristique et qu'on se déplace sur le terrain, on va laisser des traces numériques par nos smartphones, par des connexions à un réseau ou à Internet, éventuellement avec notre GPS connecté aussi. On va laisser aussi des traces que j'appelle des traces monétiques, par les achats qu'on va avoir sur des cartes bleues, sur des cartes de visite, des cartes à puce, etc. Et donc pendant le séjour, en situation de mobilité, on va être tracé. En complément de ces mobilités physiques, on va avoir des mobilités qui sont des mobilités dématérialisées, ces mobilités sur le web, quand je me déplace sur Internet. Je n'ai pas besoin d'être en situation de mobilité touristique pour cela. On va laisser des traces de navigation sur nos navigateurs, des traces de consultation ou d'achat, et des traces liées à tout ce que vous échangez sur les blogs, les réseaux sociaux, les avis consommateurs et autres. Toutes ces informations aussi, elles ont vocation à être valorisées. Alors pour les marchands du tourisme, tout ça c'est du pain béni. Ça permet d'assurer un suivi client en dehors des méthodes de marketing traditionnelles qui étaient plutôt fondées sur le marketing direct. Là, on va avoir donc tout un panel plus générique. Ça permet d'accumuler des données qui vont permettre de faire de l'analyse comportementale, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, pour voir comment vous vous comportez sur le web, en situation de consultation ou d'achat. Et a posteriori, évidemment, cette masse d'informations, elle a vocation à alimenter le big data. Elle a vocation à permettre aux opérateurs qui vendent du e-commerce de bâtir des stratégies de communication plus larges,
vers des auditoires sans cesse plus vastes. Et évidemment, je le redis, 33% du chiffre d'affaires du e-commerce en France en tourisme, c'est un enjeu commercial pas tant énorme. Au travers de ces traces numériques, un certain nombre d'usages sont d'ores et déjà existants depuis 3-4 ans, notamment Fluvision Orange, dont je vais vous parler. Fluvision Orange est en fait la valorisation des données par Orange, des connexions et des traces numériques. Orange a mis en place un système qui permet de récupérer un certain nombre d'informations, des informations liées à des déplacements. Est-ce que les publics que je traque sont sédentaires? Ils sont dans un hébergement, ils ne bougent pas. Est-ce qu'ils se déplacent à la journée en pétale autour d'un site et ils reviennent le soir à l'endroit où ils dorment? Ou est-ce qu'ils sont transitaires, ils traversent l'espace pour aller plus loin? Ils sont capables de traquer ces informations, ils sont capables de les traquer par tranche horaire. Et donc ils vont voir les mouvements qui sont diurnes et les mouvements qui sont nocturnes. Ils vont considérer notamment qu'en nocturne, quand on est sédentaire, c'est qu'on réside avec une unité sur un site. Et ils vont pouvoir traquer ces informations à l'échelle d'un site, un lieu ou un territoire en situation de mobilité, et on aura la possibilité de designer des datas sur des mailles territoriales. Bon, là, voilà un exemple par exemple qui avait été sollicité par l'Office de tourisme de Chamonix pour avoir un certain nombre d'informations sur des flux touristiques, donc sur la station. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait en termes de méthodo. En pratique technique c'est plus compliqué, mais méthodo c'est assez simple. Donc Orange récupère la géolocalisation de toutes les traces numériques en temps réel, en permanence, avec un décalage de 15 secondes, en gros, sur la trace réelle. À partir de là, il collecte ces informations et en partenariat avec la Commission nationale informatique et liberté, ils anonymisent toutes ces traces pour les agréger. Elles ne restent plus à l'individu. À partir de là, la troisième étape ici, donc, en partenariat avec des gens qui ont intérêt à utiliser ces informations, ils définissent un jeu de données qui vont être pertinents, et ensuite ce jeu de données est exploité et diffusé. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir par exemple? Vous voyez ici des nuitées, des fréquentations journée ou soirée, des volumes de touristes, des personnes sur un événementiel où on n'aurait pas une billetterie. J'y reviendrai tout à l'heure, par exemple dans un lieu naturel, sans partie close, donc dans lequel on ne pourrait pas quantifier un flux. Par l'opérateur initial qui émet le signal, ils vont même traquer les mobiles français et étrangers, et savoir dans la fréquentation française et étrangère sur un lieu. Ça peut même aller avec le nom de l'opérateur jusqu'à une discrétisation par nationalité. C'est assez fin. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer, ce type d'information? Ben là par exemple, voilà, une courbe de fréquentation d'un territoire. Vous avez un X ici sur l'axe des dates. Ça va des vacances de la Toussaint 2013 jusqu'à Pâques 2014. Et la courbe exprime le flux en Camargue, sur le territoire camarguais. Jour par jour, on quantifie les gens. Voilà. Une méthode qui, sans cette technologie, soit totalement impossible à réaliser. Autre type de traitement, à gauche ici, les nuitées générées par la route du Rhum, l'événementiel, à la fois pendant les dates, plus l'induction donc sur le territoire de proximité. Sur la carte de droite, vous retrouvez le département des Bouches-du-Rhône, dans lequel vous allez voir des points principaux qui sont des points d'hébergement, qui sont les villes principales, et les flèches représentent la mobilité des touristes à une date. C'est le 11 mai 2014, comment les gens ont cheminé dans cette journée-là. Voilà. Ça aussi, donc, ce sont des informations qui permettent de traquer la mobilité touristique sur un territoire. Là, un exemple sur Aix-en-Provence, donc des flux à la journée, avec ici en abscisse des tranches horaires. Et à chaque tranche horaire sur la journée, de 1h du matin jusqu'à 24h, on va récupérer un flux in situ dans la ville. Voilà. Alors, une fois qu'on a traité ces données sur des sites physiques, se pose la question de savoir comment on peut traiter des données sur des sites web. Au jour d'aujourd'hui, si vous êtes un responsable d'un magasin physique, vous voyez vos clients rentrer, vous regardez ce qu'ils cherchent comme produit, s'ils sont en difficulté, vous les conseillez, vous allez au-devant d'eux, je peux vous rendre service, je peux vous aider, etc. Dans un magasin numérique, sur une boutique, c'est impossible. Donc il faut que l'e-commerçant au départ ait mis en place tout ce système de dispositifs qui va lui permettre en aval de vous proposer des choses en tenant compte de ce qu'il sait sur vous en amont. Alors, qu'est-ce qu'il sait sur vous en amont? Il va voir déjà les traces numériques que vous laissez sur son site, comment vous vous comportez sur son site web. Il va éventuellement avec des prestataires, j'en parlerai tout à l'heure, regarder comment vous vous comportez sur le web en général, en dehors de son site à lui. Il va aussi regarder ce que j'appelle l'expérience multicanal, comment vous consommez avec votre smart, la tablette ou le PC. Et force est de constater aujourd'hui que ça ne se passe pas de la même manière sur les différents supports.
Il va aussi avoir la possibilité de récupérer votre adresse IP, faire du retargeting, aussi j'en reparlerai, c'est-à-dire proposer des publicités qui sont liées aux clics que vous avez déjà formulés sur des publicités. Et il va aussi regarder dans les réseaux sociaux, les blogs, sur Facebook, les likes, tout ce que vous cliquez pour essayer de voir vos affinités. Qu'est-ce qui vous intéresse de ce qui ne vous intéresse pas. Alors l'adaptive retargeting dont je parle, là ici effectivement le ciblage adaptatif, ça va très loin. Ça va jusqu'à ce que quand vous vous loguez sur un site, le masque qui apparaît à l'écran, il peut être designé pour vous. Et vous allez avoir un profil de site web pour vous qui pourrait être différent de quelqu'un qui est logué à côté de vous et qui n'aura pas forcément le même profil. Parce que par l'analyse comportementale qu'on a eue en amont, on a préféré designer le masque d'une certaine manière. On va regarder vos comportements aussi sur un site web et force est de constater là aussi qu'il y a beaucoup de typologies de comportements. Est-ce que vous êtes un abandonniste? Vous cliquez, vous rentrez, au bout de 2 minutes, vous partez. Est-ce que vous êtes un fan? Vous êtes un régulier? Vous venez fréquemment. Est-ce que vous êtes un de côté? Vous mettez souvent des articles de côté, vous ne les achetez pas et vous réfléchissez, vous voyez plus tard. Est-ce que vous êtes un opportuniste? Vous attendez les politiques promotionnelles pour acheter et vous n'achetez qu'à ce moment-là. Tout ça va être regardé, de manière à voir comment vous vous comportez, de manière à vous proposer des choses après. La publicité affinitaire, par exemple, ce que vous avez sur les bandeaux souvent à droite, sur des sites avec des publicités qui apparaissent, et qui là aussi, en fonction de vos clics, ne vont pas être les mêmes entre des gens qui sont connectés au même site. Et la publicité circonstanciée, ça va encore plus loin. En fonction de l'heure de la journée et du lieu où vous vous trouvez, on va vous proposer des produits particuliers. Par exemple, vous êtes à une station de montagne, au ski, vous loguez à une certaine heure et on va vous proposer de vous vendre des vêtements chauds. C'est ça la publicité circonstanciée. Il y a un certain nombre de sociétés dans le monde qu'on appelle des publicitaires prédictifs qui vendent ces services-là à des e-commerçants. C'est-à-dire ils vendent une technologie auprès des e-commerçants, notamment dans le domaine du tourisme, pour leur indiquer comment traquer au mieux leurs clients. Qubit en est un parmi d'autres, c'est une société dans le Royaume-Uni qui est un très gros opérateur en Europe sur effectivement le ciblage prédictif des clients pour le compte des e-commerçants. Ils sont très efficaces dans plusieurs technologies, notamment sur le multi-device et sur les réseaux sociaux. Initialement, ils étaient plutôt centrés sur le commerce, de manière générale. Par exemple, un de leurs gros clients, c'est Brandley, mais aujourd'hui, ils vont de plus en plus vers du tourisme. Alors, les acteurs, maintenant, qui exploitent les données en aval. J'ai parlé tout à l'heure de Fluvision. Fluvision est un outil qui est plutôt adapté aux acteurs institutionnels. Des comités régionaux du tourisme, des agences de développement touristique, des offices de tourisme. En gros, des opérateurs qui ont besoin de connaître des flux, mais pas dans une hypothèse commerciale directe, mais dans l'objectif de comparer les effets d'une politique publique, d'anticiper des flux sur un territoire, de définir une image, de définir une politique promotionnelle. En gros, pour un opérateur institutionnel du tourisme, comment je fais de même pour venir animer davantage de flux sur mon territoire. Mais on va avoir aussi des entreprises à vocation purement commerciale. Sur le net, je vais vous parler de GAFAM d'abord, donc de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces opérateurs-là, certains ont un modèle économique particulier, certains vivent de la publicité et du reciblage de vos fichiers clients qu'ils revendent à d'autres. Essentiellement aujourd'hui Facebook, Google et Microsoft. Et ils sont notamment très actifs dans le domaine du tourisme, notamment auprès des compagnies aériennes. Facebook tout particulièrement. Alors, Google, par exemple, vous connaissez certainement l'outil Google Analytics, qui est un outil d'analyse des flux de votre propre site web. Vous achetez cet outil auprès de Google et Google définit un certain nombre d'outils qui vont traquer les flux. Il va vous dire combien de temps vos internautes se connectent chez vous, quelle page ils voient, combien de temps ils y restent, est-ce qu'ils reviennent, etc., etc. Mais au-delà de cette prestation-là, les données qu'il collecte sur vous, il va en revendre une partie. Il va par exemple revendre le contenu de votre messagerie, pas vos messages, mais les flux, l'origine vers la destination. Il va regarder votre historique de navigation. Un certain nombre d'informations donc qui à votre insu sont collectées. Apple a eu cette stratégie jusqu'en 2013. Le tracking géographique au travers du GPS notamment est toujours existant chez Apple, mais la différence c'est qu'aujourd'hui vous pouvez le débrayer. À une époque, ce n'était pas possible. Et jusqu'à l'iPhone 4, c'était même plus que ça, les informations étaient stockées dans un fichier caché, on ne savait pas trop ce qu'il en était fait. À partir de 2013, Apple a arrêté de faire du ciblage, donc,
et arrêter systématiquement et a développé au contraire une observation de ses connectés, de ses clients, mais uniquement pour son propre compte. Il ne vend plus de fichiers en externe. Il réalise donc une analyse de sa propre clientèle. Il est intéressant aussi d'observer qu'Apple a un modèle économique fondé sur la vente de ses produits et pas sur la vente de fichiers. Ce qui est distinct de certaines entreprises que j'ai citées précédemment. Alors Facebook, c'est un peu le Big Brother de la donnée, de la data sur Internet, quoi. Le fil d'actualité, notamment, c'est vraiment l'endroit où vous êtes scruté au maximum, tout ce que vous échangez avec tous vos contacts, en permanence. Un autre élément qui est très intéressant, c'est la fonctionnalité avis vérifié sur Facebook, effectivement. Quand vous recommandez quelque chose, Facebook le reprend à son compte. Il va observer aussi les likes, mais de moins en moins, parce qu'il se sont rendu compte que ça devenait un peu intrusif, ça donne moins de sens qu'à une certaine époque. Ils vont regarder les recommandations donc, de marques aussi, puisqu'ils font de la recommandation de marques. Et dans le domaine touristique, je rappelle que Facebook développe des guides de bonnes pratiques auprès des hébergeurs. On a trop tendance à l'oublier. Facebook tag beaucoup de choses. Et à travers la publicité, il va taguer votre adresse IP, votre localisation, votre fréquence de connexion, etc. Et donc, entre le profil, entre votre mur et entre le fil d'actualité, c'est des masses d'informations de type Big Data colossales qui sont connectées instantanément tous les jours. Amazon va plutôt travailler, lui, sur des algorithmes infinitaires, c'est-à-dire de bien scruter ce que vous faites, vous proposer demain des nouveaux produits. Et ça commence à arriver vers le tourisme. Et vous constaterez, certains d'entre vous, que si vous achetez des tenues de sport, par exemple, ou des chaussures de sport sur Amazon, on vous proposera de vous vendre une tente. Quelque chose comme ça. Amazon ne vend pas encore du tourisme, ne vend pas de la billetterie ou du spectacle, mais je pense que ça ne va pas tarder. On est dans un stade transitoire. Microsoft aussi donc, fait du tracking client de manière très importante, mais depuis Internet Explorer 10, puisqu'ils ont traqué au travers du navigateur, la fonctionnalité de Not Track permet donc de s'affranchir de cela. Ce n'était pas le cas avant. Je rappelle d'ailleurs que ce Do Not Track a été imposé parce que Microsoft s'est fait reprendre juridiquement pour l'imposer. Ce n'est pas de son propre chef que Microsoft a eu l'idée d'intégrer ce dispositif. Et il y a nos publicitaires prédictifs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces sous-traitants des e-commerçants qui sont là pour développer du market d'observation, pour vendre ensuite aux e-commerçants de la technologie pour segmenter les clients. Alors en France, Criteo est le leader sur le marché de ce genre de métier. J'ai parlé de Qubit tout à l'heure pour l'Angleterre, Stillhouse aux États-Unis, MyThings en Israël. Il y a des sociétés partout qui se créent dans le monde dans ce domaine. Et encore une fois, le tourisme est un gros volant d'activité de ces opérateurs. Google AdSense, bien sûr aussi, ou CloudSherry, qui sont aussi des sociétés de ce type. Donc ça, je rappelle, ce sont des opérateurs B2B. Ils travaillent d'entreprise vers entreprise. Vous ne les voyez pas en tant que particulier, ils sont toujours en back-office derrière les sites. L'offre touristique 2.0, au travers de ces opérateurs, elle se structure, et notamment au niveau des opérateurs touristiques très fortement. Alors vous connaissez certainement Expedia, qui contient Hotel.com, ShipTickets, notamment Hotwire. Vous connaissez probablement Priceline aussi, qui contient Booking, et qui a absorbé Vida.com, qui est maintenant fondu dans Booking. Ce sont des gros opérateurs, mais il y en a une infinité sur le marché. Je n'ai pas encore la prétention d'être exhaustif dans ces différents opérateurs-là, mais ceux-ci sont particulièrement agressifs sur le web. Alors, ils sont agressifs à deux niveaux. D'abord, ils veulent être visibles, donc ils ont des campagnes de publicité très agressives pour être présents constamment sur vos bandeaux gauche et à droite de vos écrans. Et ils mettent en place des campagnes promotionnelles touristiques très fortes, notamment pour la billetterie avion, mais aussi pour le reste du séjour, c'est-à-dire l'hébergement des activités. Alors, un exemple pour Booking, la GRC de Booking, la gestion de la relation client de Booking, elle est assez intéressante. Elle devient usuelle aujourd'hui, mais elle n'était pas usuelle il y a 5 ans. Je rappelle que Booking, c'est une politique promotionnelle permanente. Vous pouvez vous loguer à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, il y a toujours des promos sur l'hébergement. Vous allez avoir des relances clients systématiques. Vous avez acheté une fois chez Booking, vous êtes listé chez eux, et chaque fois qu'il y a une promo, ils vous bipent. Vous allez avoir des avis clients permanents. Classique, on est dans du web de 0. Vous allez avoir des destinations recommandées. Elles sont recommandées sur la base de celles que vous avez déjà commandées, ainsi que celles qui sont connexes et qui pourraient vous plaire, et qu'on vous propose donc de manière substitutive. Vous avez la cartographie en temps réel, bon, des résas, ça, tout le moins c'est le minimum.
et vous avez des services en ligne. Et ça, par contre, c'est ça qui est particulièrement important, et ça fait 2-3 ans qu'ils ont mis ça en place. Depuis 2-3 ans, vous prenez une RSA, et vous avez ça. Vous avez le guide du voyage, fourni 7 jours avant votre déplacement, qui vous indique qu'est-ce qu'il y aura la semaine où vous êtes en séjour. Il ne manque plus que le carnet de route, et on aura grignoté les offices de tourisme définitivement. Définitivement. Donc ça, c'est d'ailleurs un enjeu. C'est un enjeu très fort. Si les offices de tourisme ne prennent pas en bras le corps cette problématique, ça va être très grave pour eux. Parce que là, on est typiquement dans un service promotionnel et commercial. Booking fait partie dans le Priceline, au même titre que Kayak, le comparateur que vous connaissez, Agoda, qui est un vendeur de séjours hôteliers haut de gamme, Rent-A-Cars, donc vous connaissez en location voiture, et OpenTable, qui est un site de vente en ligne de tables de restaurants. Donc ils ont vraiment intégré la quasi-totalité des fondamentaux touristiques de base. Il ne manque plus que les prestataires d'activités de pleine nature, sportives et autres, et ils auront le panel total. Un autre élément que je voulais aussi sur lequel je voulais vous sensibiliser, c'est la question des blogueurs et des influenceurs voyage. Ça se développe depuis 2013. Pas les blogs, mais les influenceurs, effectivement. Les blogs, effectivement, voyage ont toujours existé, je veux dire, plus ou moins activement depuis que le web existe. Mais les influenceurs, c'est beaucoup plus récent. Je rappelle que les influenceurs, ce sont aujourd'hui des blogueurs qui ont un spectre de notoriété suffisamment important pour vendre leurs services auprès des prestataires touristiques, et notamment vendre du conseil pour du séjour. Alors, ils complètent chez les opérateurs touristiques des segments d'activité qu'ils faisaient déjà. Les opérateurs touristiques faisaient du marketing affinitaire, on en a parlé tout à l'heure, ils faisaient du suivi de gestion de relations clients, je viens d'en parler à l'instant avec Booking, ils achetaient de l'encart publicitaire dans la presse spécialisée, ils lisaient, ils suivaient et ils modéraient les retours clients, et ils étaient présents sur les réseaux sociaux. Avec ces blogueurs, en plus de ça, la crédibilité de ces blogueurs va permettre à ces acteurs touristiques de mieux se vendre demain. Alors ces blogueurs tourisme et ces influenceurs, ils formulent des avis par rapport à un voyage vécu, qu'ils ont vécu eux-mêmes, à titre personnel, et ils vendent ce service. Alors, un certain nombre d'opérateurs, et c'est tout à fait respectable et tout à fait légal, font ça. Par exemple, sur Carcassonne, l'office de tourisme de Carcassonne utilise des blogueurs voyage. La SNCF utilise des blogueurs voyage. Un certain nombre d'opérateurs utilisent des blogueurs voyage aujourd'hui. Ce qui est important quand même pour demain, c'est qu'ils formatent la communication d'une autre manière. On va sortir de la presse spécialisée, on est passé à la presse de vulgarisation, et là on va passer carrément à des gens impliqués qui sont sur le terrain, qui vont pouvoir vous taguer et discuter avec vous en temps réel. Ils séduisent aussi parce qu'ils sont imaginés vrais, pertinents. On les appelle les ambassadeurs de confiance. Et ils ont effectivement des milliers, parfois des millions de followers sur Internet. Donc là aussi, des enjeux en communication et en recommandation client énormes. Alors il y a quelques ratés, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais il y a aussi des vrais faux blogueurs voyage. Bon. Donc tous les gens qui les utilisent aujourd'hui sont extrêmement prudents et réfléchissent bien avec qui s'adosser pour définir une campagne de communication. Alors, quelques blogs de blogueurs voyage mondialement connus. En France, les 3 premiers, c'est Voyager loin. Vous allez avoir toujours aussi votre Tour du Monde, peut-être que vous connaissez. Ou Tour du Monde, les sacs à dos aussi. Ça, c'est des gros générateurs de trafic tourisme par blog. Des très gros. La SNCF, depuis 2015, met en place des blogueurs voyage pour les conseiller. Ils ont embauché 6 personnes, 6 dames, chacune dans un thème particulier, le sport, la famille, la gastronomie, la culture, la mode, la beauté. Et donc, elles définissent maintenant au sein du site voyagesncf.com l'ensemble des avis clients, donc traitant des voyages qu'ils mettent en ligne. Voilà. Ça s'est très bien passé en 2015, ils ont reconduit. Donc, la tendance va vers cela. On va avoir aussi des blogueurs voyage basés sur des thématiques. Là, voilà par exemple le photographe Murad Osman, qui a la caractéristique de faire des photos de voyage dans différents pays. Il photographie toujours sa femme en lui tenant la main. Et au-delà de l'aspect artistique des photos, il publie des commentaires en ligne, des visites qu'il fait. Et ensuite, donc, il conseille des destinations. Voilà. Et lui, donc, je pense qu'il est en train de basculer aussi, c'est pas le mauvais côté de la force, mais il bascule du côté blogueur vers progressivement, effectivement, le côté, effectivement, influenceur.
Les offices de tourisme se sont mis, j'en parlais tout à l'heure, voilà depuis 2013 des initiatives. L'hôtel de l'île Maurice, par exemple, avait mis en place, donc, grâce à des blogueurs voyage, des opérations de communication, et regardez par exemple en une semaine, en 2013, donc 54 articles publiés dans la presse, 1000 photos quasiment, et 800 000 fans d'audience. Tout ça pour quasiment rien en termes de modèle économique derrière, par rapport à ce que coûterait une campagne de communication classique, et tout ça en instantanéité. Donc ce sont des modèles extrêmement performants. Alors j'en parlais pour synthétiser un peu ce qu'on vient de voir là, donc élargir la mise en relation des publics, c'est un vrai enjeu, effectivement. Il y a aussi l'enjeu de veille et de surveillance, j'en ai parlé, l'enjeu aussi publicitaire, de visibilité, l'enjeu marketing, donc, pouler des offres d'hébergement, d'activités, donc de déplacement, l'intégration de l'offre avec des échanges commerciaux, des ventes de fichiers interacteurs, j'en ai parlé aussi notamment avec GAFAM. Et de même, vers quoi on va? On va certainement encore vers ce que j'appelle de l'extra affinitaire client, c'est-à-dire encore plus fin de l'information sur le client, pour être encore plus en capacité de lui proposer des choses. Ça nécessitera de la recherche et du développement de le domaine touristique, notamment sur, je dirais déjà, l'exploitation des sites web et leur développement. Et ça va plus loin que ça. Là, on est en train de se placer du point de vue des clients, mais aussi du point de vue de l'offre. Ça permettra de designer de l'offre pour les vendeurs, du conseil en développement de marque, du conseil en communication, du designing. Déjà, des métiers commencent à se développer dans ce style. Parce qu'à partir du moment où vous vendez un produit avec un affinitaire client très précis, il faut que votre offre en face soit particulièrement cohérente. Et donc, ça peut vous demander de faire sans cesse faire l'aller-retour offre-demande. Alors, si je reviens à l'individu, quand on vient de voir tout ça, on peut être à la fois un peu émerveillé technologiquement et un peu inquiet aussi. Un certain nombre de questions par les personnes physiques sont posées aujourd'hui et j'ai essayé d'en synthétiser quelques-unes. C'est vrai que les interrogations des clients et des e-touristes en général, c'est bon, d'abord, beaucoup sont stupéfaits du nombre de traces et de la volumétrie des traces qu'ils laissent. D'autres se demandent s'ils peuvent en bénéficier, quelque part. Et j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de bénéfice en général direct, puisque la plupart de ces informations sont collectées plus ou moins à l'insu du client, dont le client est rarement bénéficiaire de ces informations. Par contre, il peut y avoir un effet indirect. C'est-à-dire l'information qui est connectée sur des personnes agrégées sous la forme d'un groupe peut donner des informations intéressantes. On peut avoir aussi des interrogations sur la protection. Est-ce que je suis suffisamment informé, protégé? Et qui saisir si j'estime que mes droits ont été bafoués, en termes notamment de violation de la vie privée. Alors, moi je dirais à la source, il y a des choses simples à faire. La première conduite à tenir, c'est de nettoyer votre navigateur régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est minimum une fois par jour. C'est très régulier. Vous avez 10 postes dans un navigateur qui traquent de l'information en permanence. Vous les avez à l'écran, historique de navigation, que je ne détaille pas tous. Tous ces dispositifs collectent constamment, quand vous êtes connecté, de l'information en permanence et l'écrivent. Une partie d'ailleurs est transmise. Vous avez la possibilité, dans tous vos navigateurs, quels qu'ils soient, de nettoyer tout ça tous les jours. Là, vous avez à l'écran, par exemple, la page de Google Chrome, mais tous les navigateurs permettent normalement d'opérer ce nettoyage. J'ajoute encore une fois que ces éléments-là de tracking ont été définis par les concepteurs des navigateurs au départ, et les procédures de sécurisation ont été mises en place après par les autorités publiques. Donc c'est à vous, de votre propre chef, d'opérer ce nettoyage. Alors pour la petite histoire, voilà Cookiviz, qui est un outil téléchargeable en ligne sur le site de la Commission nationale informatique et liberté, qui va traquer sur votre machine où il est installé ce qui se passe en back-office sur votre machine. Et ce que vous avez là, c'est mon PC hier, en 20 secondes. Depuis ma connexion à mon opérateur, mon FAI, et ce qui se passe derrière. Voyez. Et tout ça, c'est des gens qui se greffent sur ma navigation en permanence. Il y a des utilisateurs cachés et des acteurs légaux, je dirais, habituels. Et à mesure que vous travaillez, ça enfle, ça enfle, ça enfle. Ça devient assez énorme au bout d'un moment. Donc encore une fois, il y a certainement une conduite à tenir à la source pour se protéger. Et ça, c'est notre propre responsabilité d'usager et d'utilisateur. Après, on a un outil ou un arsenal juridique qui permet de nous protéger aussi. Alors, l'un des premiers connus, c'est la loi de 78 dite Informatique et Liberté. Je rappelle que cette loi s'applique uniquement aux personnes physiques, pas aux personnes morales.
Elle a été donc modifiée en août 2004 et elle a pour but de protéger essentiellement les personnes physiques. Vous avez la loi donc, du 21 juin 2004, LCEN, donc Confiance à l'économie numérique, j'en ai parlé avec certains étudiants cette année, qui elle aussi a un dispositif de protection en même temps qu'elle promeut le commerce électronique en ligne. La loi très récente du 7 octobre 2016, donc pour une république numérique, qui elle aussi définit encore une fois donc, des mesures de protection de cette société numérique, et plus particulièrement, plus intéressant me semble-t-il, le nouveau règlement européen de protection des données, je dis bien européen, donc il s'appliquait aux pays d'Europe, qui a été voté et qui rentre en application donc, en mai de l'année prochaine, et qui va notablement protéger les usagers et responsabiliser juridiquement les sociétés, très fortement, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc tout le tracking publicitaire des sociétés à notre encontre, notamment dans le tourisme, va être infiniment plus surveillé, réglementé et puni pénalement. Alors, tous ces éléments-là sont venus, je dirais, d'un certain nombre de contentieux qu'il y a eu par le passé. Alors, quelques-uns ici rappelés, donc, notamment en février 2016 à l'encontre de Facebook, la CNIL au plan national, donc, Google aussi qui a été sanctionné en mars 2016, Microsoft qui a été sommé aussi effectivement de se mettre en conformité sur son nouveau système qui connectait un peu trop de data, et avec des amendes qui sont d'un ridicule absolu, parce que payer 5 000 € quand ça s'appelle Google, c'est epsilonesque. Sauf que ce nouveau règlement européen dont je viens de parler va pousser des amendes qui étaient plafonnées à 15 000 € jusqu'à 20 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 20 millions d'euros. Là, on ne boxe pas dans la même catégorie. Ce texte prévoit aussi une autre possibilité, au lieu d'adosser sur le chiffre d'affaires, l'adosser relativement au chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'elle peut proposer jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires. Et 4% du chiffre d'affaires, ça dépassera le taux de marge des sociétés. Donc ça sera très stimulant. D'autres exemples nombreux encore, la CNIL et la Direction Générale de la Concurrence, du Commerce et de la Répression des Fraudes, ainsi que toutes les CNIL européennes, ont beaucoup attaqué Facebook l'année dernière. Et c'est vrai que Facebook, d'un point de vue juridique, est relativement le vilain petit canard aujourd'hui. C'est vraiment l'opérateur qui est le plus, je dirais, ciblé pour des questions trop intrusives dans la vie privée et trop de temps de conservation de vos datas personnelles. Je rappelle que la CNIL demande 6 mois de conservation. Sur Facebook, vos données sont conservées plusieurs années. Voilà. Autre élément aussi qui a été reproché très souvent à Facebook, c'est que les modérateurs de Facebook puissent supprimer des contenus que vous avez mis en ligne sans vous demander votre autorisation. Ce qui, avec le règlement européen, n'arrivera plus. Sans votre autorisation, ils ne pourront plus le faire. Alors, une fois qu'on a dit ça sur la bonne conduite, sur les groupes qui utilisent des data, qu'est-ce qu'on peut produire? Alors, si je reviens à une analyse un peu plus cartographique, il y a un certain nombre de cartographies qui sont traitées avec le big data touristique. Alors voilà par exemple ce qui a été fait ici dans l'Aude, avec à l'aide de Fluvision, la fréquentation le 14 juillet 2014 où les gens ont dormi. Voilà. Donc vous avez 47% des fréquentants de Carcassonne ce soir-là qui ont dormi à Carcassonne-Ville, 10 points de plus qui ont dormi dans le reste de l'agglo, 30% qui sont sortis du département pour aller dormir ailleurs, vraisemblablement une part non négligeable sur l'agglo toulousaine et une autre part non négligeable sur la côte. Et le reste, une douzaine de pourcents qui s'est ventilé dans les autres territoires contigus à l'agglo. Voilà. Donc ça, c'est à partir de données physiques individuelles, anonymisées et agrégées. Voilà donc un des traitements du tourisme que l'on peut faire. Encore une fois, ça permet de quantifier un flux sur un site où il n'y avait pas de billetterie implantée. Alors, je rappelle d'ailleurs, juste pour la petite histoire, il y a un grand fantasme sur la fréquentation de la cité de Carcassonne. On a entendu des chiffres mirobolants, 3 millions, 2 millions, 1,7 million, etc. Les estimations d'aujourd'hui sont 1,4 million et elles sont nettement baissières par rapport à ce qui avait été imaginé à une époque. J'ai eu travaillé moi sur Rocamadour ou sur Gavarnie, qui sont des sites aussi avec des fortes fréquentations. On retrouve pareil des deltas énormes entre ce que les gens pensaient et la réalité du terrain. Donc ça permet aussi de se poser ce genre de travail. Les mouvements de foule à Marseille lors du match de l'OM. Et tous ces petits monticules, c'est des volumes de visiteurs en ville qui marchent pour aller au stade, en temps réel. Voilà. Alors ça ressemble à, on se croirait à Gouyin en Chine,
avec des petits monticules, mais ce sont donc des déplacements de sportifs. On va avoir aussi la possibilité de zoner les hotspots. Les hotspots donc commerciaux, c'est-à-dire dans une ville, quels sont les zonages où les commerces sont les plus attractifs ou les plus efficaces. Alors pour l'aménageur public, qui est le responsable d'agglo ou autre, ça va être un moyen donc, de préfigurer dans son document d'urbanisme et dans son service de transport comment organiser son offre pour renforcer le caractère attractif de la zone d'activité. Et pour l'opérateur privé qui veut s'implanter, ben, il aura une grille de lecture des endroits qui sont les plus pertinents. Autre élément, aussi des mobilités journalières, les touristes qui sortent de la région de Saumur et qui vont dans les territoires connexes du département. Et là aussi, on va avoir des flux journaliers, une répartition donc, qui va apparaître. Là, on est dans un système d'excursion, c'est-à-dire je dors, je réside à Saumur et je me déplace dans les territoires périphériques. Donc ça aussi, c'est avec le e-data qu'on peut produire ce genre de document. Le document est simplifié dans sa lecture graphique, mais il y a un volume de données énorme qui en amont a été mobilisé pour arriver à ça. C'est souvent d'ailleurs ce qui est nécessaire. Pour arriver à un document très simple, il faut au départ avoir souvent une information très complexe. Alors, pour poursuivre pour demain, parce qu'on essaie un peu de se projeter aussi, je pense qu'il faut voir d'où on vient. Nous, en bureau d'études, c'est un travail qu'on a mené depuis de nombreuses années. On a observé une mutation du tourisme. On est aujourd'hui à la V4, je dirais. La V1, c'était le tourisme de masse des années 60 à 80, post-Seconde Guerre mondiale. On est dans les 30 glorieuses, on est un tourisme de masse, un tourisme social, familial, de découverte en fait. Les congés payés, c'était en 1936, mais la quantité de gens qui réellement partaient en congé était assez faible. Ça n'est qu'après la guerre que ça commence vraiment à se développer. Dans les années 90, on passe sur un tourisme de resort, de site. C'est l'époque Club Med, c'est-à-dire on crée des complexes et on massifie des gens dans des lieux et on s'arrange pour les garder. On n'est pas du tout dans un... C'est pas qu'on n'est pas du tout, mais on limite le tourisme itinérant. Dans les années 2000, on devient le chantre du tourisme de territoire. Et là, au contraire, on va organiser des mobilités dans des territoires dont on a défini des typicités et des qualités. On va travailler sur les savoir-faire, les produits, l'agroalimentaire, le bien-vivre, la qualité de vie. Et aujourd'hui, on est dans la V4, ce que moi j'appelle en fait le tourisme d'expérience. C'est-à-dire que les touristes d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, au-delà de ce qu'on a vu avant, c'est vivre des expériences qui leur paraissent uniques, dont ils vont pouvoir être prescripteurs et qui vont représenter une aventure pour eux, quelque chose de particulier, qu'ils auront plaisir à parler, qui présente une intensité émotionnelle. Dans ce tourisme d'ailleurs, il y a un rapport humain, il y a un rapport entre le marchand et le non-marchand, c'est-à-dire qu'il y a certaines activités commercialisées, mais il y a un contenu aussi qui est désincarné, qui doit être non-marchand, c'est-à-dire la rencontre des gens, aller voir des gens, vivre des expériences uniques. On est plutôt là-dedans aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, et par rapport au web, ce qu'on a vu, comment ça va évoluer? Nous, on pense effectivement qu'une partie du tourisme traditionnel, celui que je viens d'évoquer avant, va perdurer, évidemment, on ne va pas vers une révolution, on va vers une augmentation des segments. Donc, on aura des sites web de plus en plus immersifs, c'est-à-dire qui présentent un effet de réalité beaucoup plus important. On aura des offres en ligne de plus en plus étoffées. On aura de plus en plus d'intégration d'offres, c'est-à-dire qu'on aura de moins en moins de gens qui vendent du sec. Aujourd'hui, vous trouvez encore des sites qui vendent des vols secs d'avions. Ça, bientôt, il n'y en aura plus. On n'aura plus de vendeurs secs. Ce ne sera que des vendeurs agrégateurs de produits. Au niveau de la demande, les réseaux sociaux seront beaucoup plus actifs dans la façon de parler, donc effectivement des sites touristiques. On aura des communautés nouvelles d'utilisateurs, de nouvelles formes de touristes. J'en ai parlé à travers les blogueurs voyage, les influenceurs. Ça va aller plus loin que ça, vous allez voir. Et on va avoir aussi un développement de nouvelles attentes pour demain. L'extrasensoriel, la réalité augmentée. Je vais en parler juste tout à l'heure. Et évidemment, pour arriver vers cette transition, vers cet e-tourisme demain encore plus vif, il faudra encore plus de connaissances des clients. Et tout ce que je viens de dire tout à l'heure sur l'observation de nos data en situation touristique ne sera encore qu'élargi. Alors, vers le new tourisme, donc qu'est-ce que ça va être ce new tourisme demain? Ben, ça va être proposer du tourisme sans déplacement matériel, essentiellement. C'est-à-dire, en complément des activités touristiques qu'on connaît qui nécessitent une mobilité, on proposera des activités touristiques hors mobilité, avec un univers virtuel renforcé. Alors, ça va être quoi?
Ça va être de la lunette immersive, dans laquelle on va découvrir des activités nouvelles. Sur la photo de droite, vous avez un homme d'une cinquantaine d'années qui fait du freeride sur un glacier, mais il est dans son salon. C'est un peu moins dangereux. Vous avez votre super autruche que vous avez dû voir à la télé, c'est évident que vous n'avez pas pu la rater, qui a décidé d'apprendre à voler. Grâce effectivement au fait qu'elle avait une lunette immersive, elle s'est donné un objectif de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Et ça va jusqu'à réaliser un rêve. À cœur vaillant, rien n'est possible. On aura aussi des vidéos immersives permettant de découvrir des territoires. Des vidéos 3D. Le drone va jouer un rôle notamment très important touristiquement dans ce domaine. Vous constatez déjà que les émissions télévisées sur les plus beaux villages de France, etc., utilisent massivement cette technologie d'ores et déjà depuis 3-4 ans. Et ça ne fait que se renforcer. Donc en gros l'idée c'est ça. C'est effectivement décoller. C'est faire ce qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui. Donc préparer ce qui ne peut être fait pour que ce soit faisable demain. Encore une fois, ce n'est pas une révolution qui va remplacer ce qui existe, mais ça va ouvrir un segment supplémentaire qui va s'adosser à ce qui existait déjà. Ça va bouleverser beaucoup de choses. Ça va changer un rapport à l'acte de découverte qui était lié au tourisme. Ça va augmenter le temps numérique de notre vie parce que pour faire ces activités-là, il va passer un petit peu plus de temps, il va falloir passer avec nos outils. Ça va redéfinir l'acte touristique aussi, dans le sens où l'acte touristique était basé sur un déplacement et des contacts humains, et là on n'aura ni l'un ni l'autre. Ça va aussi permettre de mettre à portée des activités qu'on ne pourrait pas faire, soit parce qu'on n'avait pas les moyens de se déplacer, soit parce que physiquement on ne pouvait pas. Je pense qu'il y a un volant d'activité énorme pour les personnes à mobilité réduite sur ces activités-là qui vont permettre de découvrir depuis chez soi des lieux, des activités qu'elles n'auraient jamais pu voir. Et encore une fois, parce qu'on va pouvoir créer des nouvelles activités, des nouveaux acteurs, des nouveaux services, on obtiendra des nouvelles datas. Et la boucle est bouclée, on continuera à observer pour voir comment reproposer des nouvelles choses. Voilà ce que je voulais vous présenter dans un premier temps. Je conclurai juste tout à l'heure sur les évolutions à attendre demain. Et je laisse la parole à Isabelle Huffart qui va nous parler donc des licences professionnelles et du lien qu'elles peuvent avoir avec ce que je viens d'exposer actuellement. Donc à Carcassonne, nous avons deux licences professionnelles qui sont proposées. C'est la licence traitement de l'information géographique et la licence système d'information géographique orienté web. Donc quel est le lien avec tout ce que vous avez entendu? Déjà, c'est de savoir récupérer la donnée, de savoir l'analyser et savoir la présenter. Alors aujourd'hui, on avait une présentation sur le tourisme. On ne se contente pas de ce domaine, nous, dans nos deux licences, que sur le tourisme. On travaille également dans le domaine de l'économie, on travaille dans le domaine de la vente, un petit peu partout en fait. Parce que nous produisons des cartes. Alors nous, notre présentation, c'est la carte. C'est tout ce qui vous a montré tout à l'heure, avec des jolies cartes, avec des flèches, avec des pourcentages, etc. Donc pour ceci, pour utiliser toutes ces cartes, pour pouvoir produire des cartes, il faut savoir les utiliser, c'est-à-dire connaître les outils qui existent déjà sur le marché. Mais c'est bien beau de dessiner une carte si on ne sait pas quoi y mettre dedans. Donc dans un premier temps, on a un ensemble de compétences. Un ensemble de compétences donc, qui tournent autour de la géographie, d'accord, qui est une première unité, de l'économie, qui est enseignée par M. Chaumel, de la statistique, parce qu'il faut traiter des données, des chiffres, en représenter dans des formes de tableaux, savoir comment on fait des calculs, pas n'importe quoi, il ne suffit pas de les additionner, de ne pas comprendre ce qu'on en fait. Et ensuite, il y a toute une partie informatique. Alors l'informatique, qu'est-ce que c'est dans ce domaine-là? Ça ne veut pas dire utiliser de la bureautique,
Ça veut dire automatiser des tâches pour gagner du temps, c'est-à-dire ne pas produire une seule carte, mais en produire plusieurs, très rapidement. Ou carrément de créer un beau site, un site web, ou un outil SIG qui va présenter la donnée, qui va être analysée. Alors, par exemple, vous voulez vous promener, faire une visite de la Corse, par exemple, et vous vous dites par où je vais passer. Donc il y a le département, la région, des villes qui sont mis à travailler ensemble pour présenter des itinéraires via des sites. Et donc vous utilisez des cartes, et ce sont des géomaticiens qui ont travaillé dessus. Nos étudiants, eux, produisent déjà à leur petit niveau donc des cartes. Alors ils le produisent comment? Déjà en entreprise, parce qu'on est nous sommes 2 licences qui travaillons en alternance, donc 6 semaines à l'UT, 6 semaines en entreprise, et ça 3 fois. Et puis surtout, ils ont un super gros projet. Vous voyez, là, lui aussi, c'est le projet. Les licences TIG, là, vont partir vendredi, ont terminé, nous ont présenté des projets sur des thèmes totalement différents. Il y en avait sur le tourisme notamment, il y en avait 2 sur le tourisme. Ils ont utilisé des SIG qui existaient déjà pour nous présenter ces cartes, pour nous présenter ces données, pour nous présenter des analyses. Mais il n'y avait pas que ça. Les SIG, eux, ont produit des outils qui pourront intéresser des communautés de communes ou qui pourront intéresser des services du tourisme également. Donc, si vous voulez, à la fin, venir les écouter, ça sera tout à fait faisable pour les SIG Web. Voilà. Donc là, c'était le contenu de la première licence TIG et la deuxième licence, les SIG Web. Donc, on forme plus des informaticiens avec une dominance sur la géomatique. Entre les métiers qu'on a vus, la tendance du web, les outils de formation tels que les 2 licences qui ont été présentés, quels sont un peu les débouchés à attendre pour demain par typologie en fait, de métiers? Bon, là aussi on n'est pas exhaustif, mais on a essayé de retrouver quand même un certain nombre de métiers qui sont à la croisée de ce qu'on vient de voir. Dans le domaine de la communication, il y a les chargés de com qui sont chargés de la réputation, donc des sites notamment. Il y a les administrateurs de blog, qui se professionnalisent aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Au niveau informatique, on a tous les web designers, les gens qui maquettent des sites, qui en font le maquettage et le traitement, les infographistes évidemment, des développeurs web pour la programmation, et notamment sur les sites web en programmation graphique. Au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de travail. Et les gestionnaires de bases de données clients, ça aussi c'est un élément qui va être important. En statistique, les analyses de données, donc les chefs de projet système d'information géographique, et plus spécifiquement, il y a une dizaine de métiers dans le big data aujourd'hui qui apparaissent, dont Chief Data Officer, Business Intelligence Manager, Data Scientist, Data Analyst, Data Miner, Master Data Management, Data Protection Officer. Vous voyez, c'est large. Au niveau de la géomatique, les développements web carto, le gestionnaire de base de données clients géolocalisé, c'est une composante spatiale supplémentaire. Là aussi, le chef de projet système d'information géographique, les géomarketeurs aussi, il ne faut pas les oublier. J'ai parlé tout à l'heure dans des publicitaires prédictifs, et les géomarketeurs ont, je pense, de beaux jours devant eux. Dans la partie commerce, si j'essaie de segmenter ça par rapport à la licence technique de commercialisation, qui est une des 3e licences qui est présente ici, les community managers aussi. Il y a vraiment là un gros travail là-dessus, donc sur la promotion des marques au travers du web. Voilà. Alors, pour conclure, si je dois faire une conclusion provisoire, puisque rien n'est fini, bon, je dirais un peu ce que j'ai dit au début, le tourisme ça bouge en permanence. C'est en permanence mouvant, ça se découpe, ça se réorganise. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le e-tourisme prend une place grandissante dans le tourisme. Ça s'intensifie. Parce que ça s'intensifie, ce modèle de développement demain, il va demander, pour continuer à vivre et pour continuer à exister, encore plus de visuel client, de tracking client.
Ça veut dire que les entreprises du net, les fournisseurs d'accès à Internet, les SS2I, les e-commerçants, les influenceurs, les publicitaires prédictifs ont de beaux jours devant eux, parce que ce modèle va encore les solliciter davantage de main pour avoir, je disais, la main plus ou moins affirmée sur ce que nous faisons. Et dans un marché offre-demande, j'ai tendance à dire que l'offre aujourd'hui maîtrise beaucoup de choses. L'objectif du Big Data, par certains côtés, c'est de s'emparer d'un pouvoir décisionnel. On peut dire qu'aujourd'hui, en partie, le job a été fait. On peut le regretter, mais il a été fait. On est déjà largement scruté, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il ne tient qu'à nous donc de limiter ce niveau d'observation, comme je l'ai indiqué, notamment à la façon dont nous naviguons. Il y a un deuxième niveau aussi, c'est qu'il faut penser à s'appuyer sur nos institutions, sur les acteurs publics aujourd'hui qui assurent notre sécurité, pour que demain soit maintenue cette sécurité, cette liberté du consommateur, du tourisme, de l'e-consommateur, de l'e-commerçant. J'ai parlé d'un certain nombre d'arsenals législatifs tout à l'heure. Il est clair que si on veut que la continuation de l'expérience du surfing sans danger continue, eh bien, il faut rester en veille permanente là-dessus. En veille permanente parce qu'il est clair qu'entre les enjeux commerciaux que j'ai indiqués au début et notre liberté d'individu, il y a parfois des incompatibilités entre les deux. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure. Merci Alain. Quelle belle question. Alors, s'il y a des questions. Alors, tout début, je voulais tout d'abord remercier Lucas qui a insisté pour que je pose cette question. Alors voilà, ma question est, nous avons mis, l'Europe a mis à peu près 10 ans à se réveiller, à faire la première loi pour le numérique, pour la protection des données en 2014, qui a été portée par le député européen Bernet. Et je voulais savoir, cette loi est déjà dépassée aujourd'hui par rapport aux techniques qu'utilisent les entreprises pour la récupération de ces données à travers le data marketing. Je voudrais savoir pourquoi on ne va pas assez loin et quels sont les enjeux de demain pour nous protéger encore plus. Alors il y a plusieurs éléments de réponse qui peuvent être faits. D'abord je pense, humainement parlant, que nos élus ont parfois eu un manque d'anticipation sur la dynamique du web en fait, et peut-être n'ont pas toujours perçu la vitesse à laquelle il se propageait. Je pense que ceci est dépassé par contre. Je pense que ceci a été pris en compte réellement maintenant. Deuxièmement, j'ai parlé tout à l'heure du nouveau règlement européen des droits des données qui va entrer en œuvre donc en mai l'année prochaine. Ce règlement, il a plusieurs éléments importants. Premièrement, c'est un règlement européen. Donc il va coordonner les CNIL, les Commissions nationales informatique et liberté, des différents pays d'Europe. Donc on aura une réponse européenne et plus nationale. Ça c'est déjà mieux. Puisqu'effectivement, Internet avait tendance à ignorer les frontières, forcément. C'est ça le souci, c'est que les bases des data centers ne sont pas forcément dans l'Europe. J'y viens. Et un troisième niveau dans cette loi, c'est que cette loi aura la possibilité de s'attaquer à des opérateurs extra-européens, ce qui n'était pas le cas des textes précédents. Et elle aura la possibilité, effectivement, d'agir en dehors de l'Europe, notamment aux USA. Donc ça devrait déjà amener, je dirais, un niveau de réponse beaucoup plus adapté. À ça va s'ajouter ensuite les prescriptions techniques qui vont s'appliquer dans les navigateurs, qui vont force est de constater que les navigateurs, ils sont traqués pour les particuliers, mais les autorités publiques les traquent de plus en plus. Et donc je pense que là aussi au niveau des navigateurs, on aura des prescriptions techniques plus favorables aux individus. Voilà. Voilà la réponse que je peux vous faire pour l'instant. Une autre question? Vous avez parlé tout à l'heure d'une mesure visant à indexer les amendes à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui sera réellement appliquée ou qui est là plus pour faire peur à d'éventuels fraudeurs? J'ai pas ma boule de cristal, mais j'allais dire, comme c'est un dispositif légal qui sera applicable, il pourra être appliqué. Maintenant, rien n'empêche à une société de plier sa personnalité morale et se recréer ailleurs avec un autre objet social ou un autre nom. C'est vrai que c'est toujours possible. Mais en tout cas, le fait de pouvoir attaquer une société à 4% de son chiffre d'affaires, c'est très important, quoi. Voilà.
c'est très important. Ça ne sera certainement pas suffisant, je suis d'accord avec vous, mais c'est déjà une avancée. Voilà. De toute manière, et je reviens à la question que vous posez ainsi que celle de votre collègue, je pense qu'il faut bien distinguer ce que le droit permet et ce que le comportement des particuliers limite. Et c'est vrai que nous, déjà, si on fait le job de notre côté de limiter la façon de naviguer n'importe comment, on amenuisera considérablement les problèmes. Donc je pense que ça passe déjà ça, et ça coûte pas cher en termes de technique à faire, c'est chacun d'entre nous de s'emparer de cela, déjà. Pour le reste, effectivement, il est clair qu'il y aura des contentieux, il y en a quand même beaucoup déjà. Les entreprises GAFAM dont j'ai parlé ont quand même été plusieurs fois traînées en justice récemment et ont perdu. Elles ont été condamnées, avec des montants, je vous l'accorde, qui ne sont pas assez motivants, mais elles ont perdu lorsqu'elles ont été attaquées. Question ? Moi j'en ai une. Comment, je sais pas si tu as une idée de comment on peut imaginer, tu parlais des offices de tourisme tout à l'heure qui vont être assez mal très rapidement, quelles stratégies peuvent adopter aussi dans ce sens? Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir les choses? Oui. Il y a déjà une stratégie qui a été adoptée par les offices de tourisme. La première stratégie déjà, c'est que les offices de tourisme aujourd'hui sont plus en gros dans une dynamique réceptive comme à une époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne cherchent pas à attirer des gens, ils cherchent plutôt à leur apporter du service lorsqu'ils sont déjà sur site, lorsqu'ils sont arrivés. On n'est plus dans une approche des années 80, l'office de tourisme est un organisme de promotion en se disant je vais faire de la pub et je récupérerai des flux. Parce qu'effectivement, l'organisation de ces flux, elle leur passe au-dessus, c'est d'autres opérateurs qui les maîtrisent. Par contre, l'office de tourisme reste toujours un acteur extrêmement pertinent pour apporter du conseil hyper designé, hyper affûté, lorsque les publics sont sur site. Et certains offices de tourisme l'ont bien compris, en mettant en place à l'intérieur ce qu'on pourrait appeler un peu l'équivalent dans les entreprises des petits déjeuners, où ils reçoivent des particuliers sur rendez-vous pour leur proposer un conseil avisé, etc. Donc, toutes ces... Il faut se dire qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée du professionnel du tourisme de l'accueil, c'est apporter le petit 2 ou 3% de plus que ce que le client ne connaît pas, ni un surfait. Le client, quand il arrive dans un office, il est déjà hyper documenté. Il veut juste lever quelques questions finalisées avant de décider quelque chose. Mais tout le job de pré-information, il l'a déjà eu chez lui avec son PC. Donc l'office, il est là pour apporter la petite valeur ajoutée que ce qu'il a pu voir sur Internet ne lui permettra pas d'avoir. Voilà. Alors j'ajoute ensuite qu'il y a aussi une question de structuration. En France, même avec la loi NOTRe, bon, on a diminué le nombre d'offices, puisque maintenant, les intercos ayant la compétence touristique, il n'y a qu'une personnalité morale par interco, sauf lorsqu'il y a des stations classées. Mais en fait, ça a quand même considérablement diminué le nombre des offices de tourisme. Il y a des pays où la structuration est même telle qu'il n'y a qu'un office de tourisme dans le pays, un seul. Il y a des pays où il y a un OT. Au Maroc, il y a un OT. En Irlande, il y a un OT. En Écosse, il y a un OT. Il y a des pays dont ils sont arrivés à ce stade de l'intégrer, c'est-à-dire qu'il y a un OT personne morale, et les relais offices de tourisme qui existaient sur le terrain avant sont des agences de cette même structure. Mais il n'y a qu'une structure en termes de personnalité morale. Voilà. On parlait d'office de tourisme. D'autres questions ?